Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'abbaye de Cluny qui se trouve dans la ville du même nom, en Saône-et-Loire. L'abbaye de Cluny est une abbaye bénédictine située dans le département français de la Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté. Fondée le 2 septembre 909 ou 910 par le duc d'Aquitaine et comté d'Auvergne Guillaume Ier, devenu le symbole du renouveau monastique en Occident. Cluny fut un foyer de réforme de la règle bénédictine et un centre intellectuel du premier plan au Moyen-Âge classique. Il subsiste aujourd'hui qu'une partie des bâtiments faisant objet de protection au titre des monuments historiques et géré par le Centre des monuments nationaux. L'ancienne abbaye disposait du label du patrimoine européen. Les bâtiments de l'abbaye abritent depuis la fin du XIXe siècle l'un des 8 centres de l'école des arts et métiers, grande école d'ingénieurs français. Vers 900, la France est dirigée par la dynastie carolingienne. Mais sous la pression des attaques des Vikings et des Sarrasins, leur autorité royale fortement affaiblie et les princes territoriaux et les seigneurs avaient pris leur indépendance. De fait, l'effacement du pouvoir royal était particulièrement prononcé au sud. Dans le Massonnet, où se trouvait le site de Cluny, les seigneurs Satelin et Émuniz contestent le pouvoir et choisissent les prélats. L'Église fut prise dans le système féodal et dans l'affrontement entre les abbés et les évêques, au sujet des dîmes. Le clergé régulier fut partiellement touché par la crise. De nombreux monastères furent victimes des raids sanguinolents et l'accaparement des aristocrates, la crise est aussi morale puisque les règles de Benoît de Nustrie n'étaient plus respectées à la lettre. Écrit au VIe siècle. La règle bénédictine prévoyait que les moines fussent dirigés par un abbé et qu'ils partageaient leur temps entre la prière et le travail manuel. Au début du VIe siècle, Benoît d'Aniane tenta de la diffuser dans tous les monastères de l'Empire carolingien. Mais le travail manuel fut délaissé au profit de la prière. Les laïcs nommèrent les abbés qui leur furent fidèles et contrôlèrent ainsi leur domaine foncier des établissements réguliers. L'abbaye fut fondée dans ce contexte et sur le modèle de celle d'Aurillac, par une Sarthe érigée à Bourges, le 11 septembre 909 ou 910, par le comte de Mâcon, Guillaume Ier, duc d'Aquitaine et comte d'Auvergne, qui la plaça sous l'autorité immédiate du pape. Le comte octroya une villa située près de Mâcon, à Bernon. L'abbé de Baume-les-Messieurs et de plusieurs monastères de la région. Ce fut ce dernier qui choisit le site de Cluny et construisit les premiers bâtiments conventuels, avec l'aide de 12 moines, des abbés de Zigny et de Baume. L'abbaye fut reconnue comme chef d'ordre par le pape Jean XI, sous l'abbatiat d'Odon, en 931. Guillaume renonça à tous ses droits sur Cluny et permit à l'abbé d'être choisi par les moines. Il plaça la communauté monastique sous patronage des apôtres Pierre et Paul de Tars. Cluny passera désormais sous la protection directe du pape, sous le pontificat de Serge III. Ce fut une abbaye immunitaire, c'est-à-dire qu'elle est indépendante à la fois de l'évêque et des seigneurs de la région, et ne devrait obéissance qu'au pape.
Cet élément jouera un grand rôle dans le développement de l'abbaye. Lors de la fondation, le comte impose enfin le respect de la règle bénédictine et attendit que les moines priassent pour son salut. L'abbé Bernon, premier abbé de Cluny, commença la construction de l'abbatiale Cluny I en 910. Cluny I fut terminé sous son successeur Odon et Didicace avant 927. L'église préexistante de Cluny font alors convertir la chapelle dédiée à la Vierge Marie. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de Cluny I, qui fut détruit pour laisser place au édifice de l'abbaye de Cluny II. Des vestiges trouvés en fouillant sous le bâtiment au XVIIIe siècle pourraient correspondre à la crypte d'un édifice antérieur à Cluny II. Difficile à dater. La découverte d'un sarcophage mérovingien donne peu d'informations dans la mesure où il n'est pas possible de conclure et s'il insistu ou remployé. Le complexe monastique de Cluny II est connu grâce aux descriptions du Liber Tramitis, un coutumier des années 1035-1040. Le quatrième abbé de Cluny, 954-994, Mailleul de Cluny, construit Cluny II à partir de 963 pour remplacer l'édifice précédent devenu trop étroit. L'église abbatiale fut consacrée en 1980. Cluny II se caractérise par un chevet complexe avec plusieurs abyssoles ou une galilée avant nerf, située à l'ouest. Le développement du chevet témoigne de l'essor de la liturgie et des pèlerinages, à la croisée du transept et du vaisseau central, s'élever en haut du clocher, du type de celui qui subsiste à Sapiège. Cette disposition du clocher au-dessus de la croisée devient la règle quasiment absolue dans toutes les églises romanes de la région. Deux sanctuaires furent élevés dans le voisinage. Un petit édifice tréfié était la chapelle sémétriale, sous le vocable de Notre-Dame du cimetière, ou bien Saint-Sépulcre. Communiquant au chapitre, une grande chapelle, 40 mètres de long, était aussi dédiée à la Vierge, cette fois-ci pour les dévotions de la communauté et pour les infirmes. Elle fut probablement construite autour de 1080-1090. La construction de Cluny III débuta vers 1080, sous l'abbatiale de Hugues de Semur. L'expansion de l'ordre, le nombre de moines sans cesse croissant, assiste aux offices, et les sentiers imposants ouvrent dans toutes les abbayes rivales, voire de simples prieurés, rendirent obsolète l'abbatiale de Malieul, décrit comme bergerie étroite et vétuste, dans la vie de saint Auguste par Zélion vers 1115. En 1088 eut lieu la pose symbolique d'une première pierre. En 1095, le pape Urbain II consacra 2 pierres d'autel et 3 chapelles au milieu du sentier. La nef fut fermée et dédicacée en 1130, mais l'édifice était loin d'être achevé. Le bras nord du transept, les tours et l'avant-nef furent au milieu commencés à cette date. Interrompu au cours de la deuxième moitié du IIe siècle, le sentier reprit au début du XIIIe siècle et vit l'avènement de l'immense avant-nef en 1220 par l'abbé Roland Ier de Hainaut,
de style gothique. L'abbatiale devient alors, pour 3 siècles, la plus grande édifice religieux d'Occident, 187 mètres de long, jusqu'à la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, en 1506. Le plan de l'édifice en forme de croix archi-pictoriale, il y a 2 transperces, le grand transperce, dont un bras subsiste aux 3/4, était long à lui seul comme une petite cathédrale. Il est surnommé de 3 clochers. Le clocher de l'eau bénite surplombe toujours le bras sud. Le clocher des Bisons surplombait le bras nord et enfin le clocher du chœur, le plus imposant de tout l'édifice, couronnait la croisée centrale. Plus loin vers l'est, au milieu du chœur, se trouvait un petit transept appelé transept matunital, qui subsiste aussi en partie. Son croisillon central était surmonté d'une tour dite tour des lampes, dont la fonction est mal définie. Elle comportait en effet un tambour octogonal sans aucune ouverture, surmonté d'une flèche. La nef était encadrée par 4 collatéraux et la voûte s'élevait à 33 mètres au-dessus du sol. Pendant l'abbatiale d'Odon de Cluny, 227-942, Cluny obtient le droit de battre monnaie, et un grand nombre de monastères bénédictins se rassemblent sous son autorité. Odon met en place la bibliothèque et l'école. De son temps, les donations sont quasi multiples par 4. 21 donations sous l'abbé Vernon, 82 sous Odon. Et leur accroissement continue. Sous Mayol, 620 donations, Odillon, 613 donations, et Hugues, 786 donations. Une part importante de ces donations concerne des moulins, outils de production générateurs de revenus notables, et sûrs qui font l'objet de 44% de donations entre 910 et 1156. Pendant les 40 années d'abbatiale de Saint-Mayol, ses liens avec Saint-Empire favorisent l'extension de l'Essiax, Cluny à Suisse, vers l'est. Mayol est certainement l'un des conseillers écoutés d'Hugues Capet, puis des rois de Francs, ce qui permet de réformer des monastères et d'y placer des abbés réguliers. Enfin, il poursuit les relations qu'Odon avait nouées avec la papauté. Sous l'abbatiale d'Odillon de Mercœur, 294-1049, Cluny devient un seigneur et obtient un privilège d'absomption, côtoyé par le pape Grégoire V en 998. Ce privilège qui permet à l'abbaye d'être indépendante de l'évêque de Mâcon est prolongé par Jean XIX en 1024. L'abbatiale de Pont de Mergueil, 1109-1122, est marquée par la crise interne de l'ordre clunisien, due à la concurrence de l'ermitisme et de nouveaux ordres, cisterciennes et sarteux. Le 6 mars 1058, le pape Étienne IX confirme le privilège monétaire de Cluny. Les statuts d'Hugues V de Cluny 999 plutôt et 1207 organisent un chapitre généralement annuel. L'ordre clunisien était structuré en un réseau de provinces. À son apogée, l'église de Cluny compte environ 10 000 moines, repartis dans 1200 établissements, répandus depuis le nord de l'Angleterre jusqu'à l'Espagne, en passant par l'Italie et le Saint-Empire romain germanique. Le 25 octobre 1095 fut solennellement
proclamé le ban sacré de l'abbaye de Cluny pour le pape Urbain II, à la demande de l'abbé Hugues de Semur. Le pape assistera autour de l'abbaye à un espace de paix auquel il donne le nom de ban sacré, dont le contour s'appuyait sur 10 points caractéristiques de l'environnement. Espace inviolable intégrant plusieurs voyants. Le succès de Cluny qui estima de toutes les chrétientés latines, est dû à son émancipation du pouvoir seigneurial et épiscoral, mais aussi à l'action des abbés, qui concourut une longévité exceptionnelle. Sa situation géographique, à la charnière entre l'Europe du Nord et du Sud, entre le royaume de France et l'Empire, était également favorable. L'abbaye s'enrichit rapidement grâce aux dons des fidèles, et elle est un lieu de pèlerinage important, avec plus de 1000 reliques vénérées. Alphonse VI côtoie une rente annuelle de 100 000 derniers clunisiens vers 1177. Les autres revenus de l'abbaye proviennent des droits seigneuriaux et boncos. Pas boncos, excusez-moi, c'est banou, qu'elle révèle, et des sommes versées par des prieurés. Son réseau de prieurés doyennes et grandes assure le maillage de ces importants domaines et des origines des plus importantes patrimoines bâtis, dont il subsiste encore de nombreux édifices qui témoignent de l'organisation économique médiévale. Ces structures dominicales se mettent en place dès le XIe siècle et sont mentionnées dans les coutumes. Le Danaus doyenneté se situe jusqu'à une demi-journée de marche de Cluny et dépendant directement du grand prieuré de l'abbaye. La plupart de ces sites situés de la part des hôtes de la Grons. L'abbaye constitue un foyer intellectuel et culturel important du Xe siècle au XIe siècle. Odon rassemble les premiers manuscrits de la bibliothèque en rapportant des livres provenant de Saint-Martin de Tours. Les ouvrages conservés à Cluny se multiplient rapidement grâce à l'activité du scriptorium, où l'on connaît le nombre 570. Grâce au grand catalogue du Xe et XIe siècle, la bibliothèque conserve des œuvres paratyristiques et des maîtres carolingiens, parmi lesquels Jean, Soph et Rysène, sous l'abbatiale de Pierre le Vénérable, qui fait agrandir l'hospice et l'infirmerie. Elle est plus importante que celle de l'abbé de Montcassin en Italie. On y retrouve des textes latins, mais aussi des livres de médecine et de musique. C'est à Cluny que Raoul Galbert rédige la plus grande partie de ses histoires à partir de 1031. Les abbés sont aussi des auteurs. Odon de Cluny produit une vie de Zénéro, la vie de Zéro Odriaque. Les moines clunisiens écrivent aussi des récits azygographiques. La sorcellerie de l'abbaye produit plusieurs cartes circulaires, ainsi que des coutumes de l'établissement. Le guide du pèlerin a sans doute été écrit par Amric Pigot à Cluny, au XIe siècle. Cluny est aussi un centre d'études de premier ordre. Le droit romain est resté vivant par l'étude de fragments des textes juridiques datant du règne juristien Ier. Les thèses néoplatoniciennes y survivent et nourrissent la réflexion sur l'organisation de la société. Les chapiteaux
du déambulatoire de l'art martial de Cluny 3, figure des arts libéraux. Autrement dit, les disciples enseignent au Moyen Âge. Enfin, de l'abbaye sortent des personnages éminents tels que le pape Urbain II. À partir du XIe siècle, Cluny connut des difficultés financières importantes, provoquées en grande partie par la construction de la troisième abbatiale. La charité aux pauvres augmenta les dépenses. Le rayonnement de l'abbaye s'affaiblit progressivement devant la montée d'autres ordres religieux, cisterciennes puis mendiants au XIIIe siècle. La mauvaise section des terres, la résidence des filiales à payer, le sang annuel, furent autant de sources de revenus au moins. L'établissement leva des emprunts et finit par s'endetter auprès de ses créanciers. Marsan de Cluny aux Juifs de Mâcon. Les conflits avec les prieurés se multiplièrent et l'autorité du pape devient plus pesante. Au XIVe siècle, le pape monnait fréquemment les abbés. C'était monnayé, non, c'était plutôt nommé fréquemment les abbés. La crise à la fin du Moyen Âge et les guerres de religion du XIVe siècle affaiblirent un peu plus l'abbaye. Les moines vivaient dans le luxe et ne furent plus qu'une soixantaine au milieu du XVe siècle, à partir du concordat de Boulogne en 1516. Le roi choisit l'abbé de Cluny. En 1789, l'abbaye devient bien national, à la suite du décret du 2 novembre 1789, qui mit les biens de l'Église à la disposition de la nation. La période révolutionnaire fut fatale à l'ensemble des édifices monastiques et de son église. Les révolutionnaires détruisirent l'édifice qui était en bon état à l'aide des mines dès 1791, ayant probablement vendu les tapisseries et les mobiliers, ainsi que tous les objets de culture. Les archives furent brûlées en 1793 et l'église fut livrée au pillage. Le domaine de l'abbaye fut vendu en 1898 pour 2,14 millions de francs, en dépit de diverses initiatives lancées pour protéger l'abbaye de la déconstruction. Son abbatiale fut peu à peu démolie. Le 8 mai 1810, on vit exploser la façade et le grand portail. L'abbaye servit de carrière de pierre jusqu'en 1893 pour les maisons du bourg. Il ne reste plus de nos jours que 8% de l'édifice initial. Dans les années 1860, à l'initiative du ministère de l'Instruction publique, Victor Dudouis, Cluny fut doté d'une école normale spéciale qui s'installa dans l'édifice de l'ancienne abbaye et dont la première entrée eut lieu le 1er novembre 1866. Le 11 août 1944, la ville est bombardée et une bombe dégage la place devant l'avant-nef. Dans les années 1820-1830, dans la chapelle de style gothique, flamboyant, Jean de Bourbon. La ville de Cluny abrite son premier dépôt lapidaire autour des chapiteaux du rond-point. Le musée est ouvert en 1886 au palais Jean de Bourbon. Aujourd'hui, il ne reste plus que les édifices détruits du XVIIe siècle et XVIIIe siècle, notamment un cloître, ainsi qu'une petite partie de l'hôpital dite Cluny 3.
De cette dernière ne subsistent que les bras sud du grand ou du petit transept, ainsi que le clocher de l'eau bénite, qui coiffe le croisillon sud du grand transept. On peut voir aussi les restes des tours des barabancs qui encadraient le portail et les parties basses de l'avant-nef. Tout cela représentant moins de 10% de la surface de Cluny 3, qui fut la plus grande église de l'Occident jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome, 5 siècles plus tard. L'abbaye abrite depuis 1901 un centre d'art et métiers, Paris-Tech, formant des ingénieurs des arts et métiers. En 1926, l'archéologue américain Kenneth Zun Canton commence ses recherches sur l'Abytal. À partir de 1927, il entreprend les fouilles menant avant la Première Guerre mondiale par Edmond Malot, architecte en chef des monuments historiques de la Bourgogne. Ces fouilles se poursuivent jusqu'en 1950. Financé par la Medieval Academy of America, Canton publia sa monographie avec les dessins de reconstruction en 1968. À propos de cet édifice, il écrivit que c'est un témoin de l'art roman supérieur à tout autre. Dès 1938 à 1940, une maquette est réalisée à partir des hypothèses de Conan. Les parties disparues sont reconstruites en volume au moyen d'une armure métallique. Cette maquette est exposée à la Cité de l'architecture et du patrimoine, dans la section consacrée à la Bourgogne romane. De nouvelles fouilles sont menées en 1991-1992. Furent effectuées dans les cours intérieures Galilée s'appelle de la congrégation et permirent de dégager les élévations encore importantes de structures secondaires liées au abytial de Cluny 2 et 3. Des sépultures modernes ont été retrouvées. Le résultat de ces fouilles a contribué à une meilleure compréhension des circulations monastiques, mais aussi à des processus de construction des sentiers de ces dernières abytiales. L'abbaye de Cluny dispose d'une riche histoire de reconstruction en images de synthèse. En premier lieu avec le programme Cluny 4, initié par une équipe allemande qui dès 1990-1991 a permis de produire une cartographie en 3 dimensions de l'abbaye qui s'appuyait sur le plan de fouilles de 1968, tandis que 2 étudiants ingénieurs des arts et métiers, à l'aide d'un simple ordinateur Atari, s'engageait dans le même travail. De ces étudiants s'intéressent non seulement au plan de l'abbaye, mais au métier. Leurs moyens informatiques ne permettaient pas d'atteindre leurs ambitions, alors qu'ils se sont rapidement tournés vers IBM, qui les a accompagnés afin de produire les représentations animées en images de synthèse sur ordinateur IBM RS6000 à l'aide d'un logiciel IBM Macintosh. Le résultat a été présenté dès juin 1992 au musée Orsier à Cluny, puis en 1893 au musée de Cluny à Paris. En 2009, les arts et métiers Paris-Tech entreprend une campagne de numérisation de Cluny 3, dans le cadre du projet Gunzo. Cela a abouti à une reconstruction virtuelle en 3D sur l'ensemble des édifices. En 2012, une exposition au musée du Moyen-Âge
Cluny 1120 au seuil du Mazor Selexia est consacré à ce travail. L'ancienne abbaye fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862. Il s'agit d'un classement très vaste, comprenant de nombreux éléments architecturaux, dépendances, palais, tours, murs d'enceinte, édifices communs, écuries, etc. L'ensemble est en un site archéologique inscrit le 25 mars 1941. La tour Fabry fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 29 janvier 1902. Et enfin, le terrain près de la tour des Fromages fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 5 septembre 1960. À la Révolution en 1798, l'abbaye fut vendue pour servir de carrière de pierre. Ses archives furent brûlées et la bibliothèque inestimable des moines bénédictins fut saccagée, avec d'autres manuscrits. Le traité de l'organisation monastique de l'Institutis Cor Oborbions, recopié d'après un texte du 5e siècle du moine Jean Castien, fut confié au collège de la ville, puis disparu. Tout le long du XIXe siècle, la BNF resta ce qu'elle put sur le marché. Un maigre extrait de 4 pages se trouve en la possession de la bibliothèque municipale de Mâcon, mais le texte principal est introuvable. En avril 2008, dans le catalogue de l'hôtel Drouot, une pièce représentée avant la date du IIe siècle et son origine géographique fut mise en vente et repérée par un ancien conservateur général des manuscrits de la BNF. Après une rapide enquête sur les bases de données du ministère de la Culture, notamment la base Onloclumius et le catalogue général des manuscrits de la bibliothèque publique, le spécialiste acquit la conviction qu'il s'agissait du fameux manuscrit, alors qu'il allait être racheté par un acquéreur privé pour 53 000 euros. L'État parvient in extremis à faire jouer son droit de préemption. 900 ans après avoir écrit ce manuscrit disparu depuis plus de 2 siècles, produit par un moine copiste de l'abbaye de Cluny entre 1175 et 1100 et rejoint la collection de la BNF. Dans le cadre de l'opération de fouille, plus de 2200 deniers et oboles en argent, 21 dinars d'or alamovibles appelés marobins, ou plutôt marabotins, un anneau sigiliaire et d'autres éléments en or ont été découverts sur le site de l'abbaye en septembre 2017. Il s'agit d'une découverte majeure car c'est la première fois que l'on retrouve un tel trésor réuni dans un même ensemble clos. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.